il me semble que le choix du nucléaire, c'est-à-dire de la construction de nouvelles centrales, c'est une dépendance de trajectoire qu'on met en place. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout flexible. Et la deuxième réflexion, c'est si vous partagez cette analyse de 2% et demi de Cédric, c'est-à-dire est-ce que si l'enjeu technique se concentre, le coût économique et les difficultés techniques se concentrent autour des derniers 5 ou 2% et demi, est-ce que c'est la peine de construire des centrales nucléaires, y compris d'un point de vue de bilan, des bilans de cycle de vie environnemental? Je vous laisse songer sur ces questions-là. Mais pour le compromis, je voudrais donner d'abord la parole à Valérie. Ensuite, Robin, vous vouliez tout de suite intervenir ou c'est Non, pas... je voudrais juste faire une petite précision, un Oui, ajout à ce que vous venez de dire. Il n'y a pas que, sur les rythmes de déploiement, il n'y a pas qu'une question d'acceptabilité. Il y a une question aussi de stratégie industrielle et de, je dirais, d'appareils industriels pour le nucléaire et pour les renouvelables, avec des questions aussi de relocalisation. Installer ces centrales demande d'avoir une industrie qui les fabrique avec des approvisionnements en métaux. Pour le nucléaire, il y a toute une chaîne avec des questions de main-d'œuvre qui sont très difficiles. Et tout ça ne se met pas en place du jour au lendemain parce qu'on a décidé qu'on multipliait par 3 ceci ou cela. ah oui, merci pour la précision. Ça m'incite à rappeler que dans ce numéro, il y a un excellent article d'Emmanuel H sur justement l'approvisionnement des matières premières. Bon, on va pas. J'ai décidé de ne pas aborder encore ce point-là aujourd'hui, mais on pourrait parfaitement. On va sans doute organiser d'autres Surtout débats sur que sur ce sujet des matières premières, ouais. il y a le sujet essentiel aujourd'hui, c'est une question de rythme d'ouverture de mine. Plus que de dire il n'y a plus de matériaux, qui n'est pas la question à moyen court terme, mais la question à quelle vitesse, pour les 10-20 années à venir, on ouvre des. Ah, Oui, en Cédric tout n'est pas cas. d'accord. Mais alors, je ne voulais pas En tout rentrer cas, non, là-dedans. non, on va Peut-être pas envoyer qu'on. Cédric. En tout cas, non, je réponds pour toi. Alors, à la lecture d'Emmanuel H et aussi de Philippe Keon dans le dossier de l'économie politique, vous allez trouver quand même que ces problèmes se posent beaucoup parce qu'on veut électrifier les usages. Donc, ce n'est pas vraiment pour la Oui, production, pour produire Oui, c'est l'énergie. vrai. C'est plus sur le Donc, véhicule électrique. le problème sera exactement le même si ouais, oui. l'électricité produite par le D'accord. Oui, nucléaire. oui, oui. Donc, Oui, oui, c'est c'est vrai. pour ça, c'est la raison Exactement. pour Ça, laquelle je n'ai c'était. pas associé cet aspect-là donc Ouais, parce que le problème des matières premières, d'accès, des filières, c'est un énorme il n'est pas problème, pris. mais il ne Il n'est faut pas pas pris. l'utiliser comme une arme contre les éoliennes, etc. Donc, mais D'accord. je vous ai livré déjà mes premières interrogations personnelles. Maintenant, je laisse à Valérie Faudon la parole. Alors, vous avez Valérie, est-ce que vous êtes là? J'ai activé. Alors, je fais comme ça, je vous promets au panéliste, comme ça vous pouvez apparaître. Alors, je vous laisse, Valérie, je vous laisse peut-être 5 minutes pour un commentaire si vous le souhaitez. Oui, ben merci beaucoup de votre invitation. Donc, en fait, paradoxalement, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, en particulier sur les questions qu'il ne faut pas opposer les énergies les unes avec les autres. On sait bien, dans tous les grands scénarios de décarbonation, il y a beaucoup de renouvelables, donc on n'est pas du tout sur cette ligne-là. On n'est pas du tout sur la ligne du tout nucléaire. On sait bien sûr qu'il y aura une majorité de renouvelables sur le réseau. Et on sait aussi que beaucoup de pays soit ne souhaitent pas utiliser le nucléaire, soit ils n'ont pas accès techniquement aujourd'hui ou en termes de gouvernance au nucléaire. On pense bien sûr qu'il faut rester flexible. Alors nous, on appelle ça manœuvrant. Donc le point essentiel, c'est que la décision sur le nucléaire, elle est maintenant, en fait, puisque on pense que si on ne relance pas un programme maintenant, on perd définitivement la capacité de construire des nouveaux réacteurs. Donc c'est pour ça qu'on est à un point d'inflexion où même si on ne sait pas exactement de combien de réacteurs on aura besoin en 2040, en 2050, parce que ça va dépendre aussi de l'évolution des autres technologies,
Si on ne décide pas maintenant, on perd cette option. Non seulement pour la France, mais pour l'Europe, puisqu'on est le seul pays à être capable aujourd'hui au niveau du continent de construire des nouveaux réacteurs. Le point qui m'interpelle aussi, c'est la question de la robustesse. Je pense que là, je rejoins, ce qu'a dit Robin. Je pense que la question, alors, ça arrive souvent que la question elle soit posée sous l'angle que vous avez choisi ce soir, est-ce qu'on peut faire du 100% renouvelable? Et paradoxalement, on arrive assez peu souvent qu'on se pose la question pour savoir est-ce qu'on peut se débarrasser des fossiles. Alors, je vous dis ça, c'est facile, vous allez me dire, sauf que ça fait 10 ans qu'on discute nucléaire renouvelable et qu'il y a beaucoup de débats où on ne parle jamais des fossiles. Ce soir, je sais pas, j'ai pas noté si on en avait parlé, mais je pense au débat de la primaire écologiste de l'année dernière. Ils n'en ont pas parlé. Voilà. Il n'y en a qu'une qui a parlé, c'est Delphine Bateau qui a dit la priorité, c'est sortir du fossile. Donc, est-ce qu'on est sûr de nous? Est-ce qu'on est sûr qu'on peut sortir du fossile? Pour nous, c'est la première question. Et là, je pense en effet, il y a des challenges côté renouvelable, il y a des challenges côté flexibilité, et il y a des challenges côté nucléaire, et je vais pas le nier. D'une manière générale, on discute beaucoup de scénarios entre nous. Attention à ne pas se faire instrumentaliser par les politiques. Aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont là pour justifier des programmes politiques. Faisons très attention à ça. Enfin, disons en tout cas des scénarios qui sont là pour et qui servent finalement à justifier ou à servir de caution scientifique à des décisions politiques qui étaient déjà prises avant que les scénarios ne soient faits. Attention aussi à ne pas inonder les citoyens de scénarios. Patrick a montré déjà qu'on avait beaucoup de scénarios dans le débat de 2013. Aujourd'hui, on a fait les derniers débats sur la question EPR ou pas en se jetant des scénarios à la tête. Il faut savoir que les citoyens sont perdus, ne comprennent pas les différences méthodologiques entre les scénarios et on a besoin d'avoir des instances calmes, scientifiques, où on est capable de décrypter les différences de méthodologie les unes avec les autres. Et de ce point de vue-là, je trouve RT a vraiment réussi à nous rassembler pendant 2 ans et nous faire échanger, au moins nous donner des outils partagés avec un outil pédagogique vis-à-vis du grand public qui était génial. Il faut rester humble sur les scénarios. On ne sait pas les données d'entrée, on ne peut pas prétendre les savoir, y compris nous sur le coût du nouveau nucléaire en 2040, mais je pense que c'est pour toutes les données d'entrée sur les coûts des matières premières, sur les coûts de la main-d'œuvre, tout ça on ne sait pas. Il faut savoir qu'on ne sait pas modéliser le système énergétique, qu'il y a plein d'angles morts. Les modèles sont imparfaits, qu'il y a des choses très difficiles à modéliser. Donc, il faut les utiliser pour savoir quels sont les points d'inflexion. Aujourd'hui, on a un point d'inflexion sur le nucléaire, comme je l'ai dit. Et ces décisions, alors nous, on a fait nos propres scénarios 100% renouvelables en 2020 avec Compass Lexicon, parce qu'on voulait étudier les scénarios limites et on voulait voir la valeur de ces 6 EPR2. Et en fait, la valeur, elle est importante pour le réseau parce que c'est du pilotable bas carbone. Donc, c'est une stratégie sans regret. Même si on s'arrête après ces 6 EPR2, ils ont une valeur très importante dans le réseau. Et l'autre valeur qu'ils ont, c'est qu'ils nous remettent en capacité industrielle de construire. Voilà. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Donc, j'ai envie de dire, quelqu'un a dit rendez-vous en 2030. Rendez-vous en 2030. En 2030, on saura plein de choses. On saura aussi si on peut aller au-delà de 60 ans sur le parc actuel, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Voilà. Donc, plus on avance, plus on aura des informations. Mais si on ne commence pas à construire maintenant, on perd une option qui est assez majeure. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Alors, Jean-Louis Ball, je ne sais pas si j'écorche pas votre nom. En tout cas, vous avez demandé la parole. Donc, vous l'avez. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc moi, je partage beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent, notamment sur les défis qui sont à relever, aussi bien dans les scénarios avec plus de nucléaire qu'avec plus de renouvelables, notamment les questions de criticité d'approvisionnement dans les métaux. Je vais pas maintenant, et puis la question de la flexibilité du système électrique, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais revenir à quelque chose qui est en amont. C'est-à-dire que les scénarios de RTE ont été bâtis sur l'hypothèse d'avoir
45% d'énergie finale non électrique et 55% d'énergie finale électrique. Et les 45% de non électriques, ils sont basés essentiellement sur la biomasse. Est-ce qu'on aura assez de biomasse pour assurer 45% de nos énergies finales non électriques, qui sont principalement de la valorisation thermique dans les bâtiments et l'industrie, et puis surtout dans les transports routiers, maritimes, aériens. Quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, elle évalue à 430 TWh en pouvoir calorifique supérieur la ressource, et en face de ça, elle met 400 à 450 TWh toujours, mais en énergie finale. Donc, le premier constat que je fais, c'est qu'on n'utilise pas la même énergie, la même unité entre énergie, enfin, entre la ressource et l'énergie finale. Et quand on sait que pour un certain nombre d'applications de la biomasse, l'énergie finale est très inférieure au pouvoir calorifique supérieur, hein, je pense notamment aux biocarburants qui soient de première ou de seconde génération, on voit bien qu'il va y avoir une tension très forte sur l'approvisionnement en biomasse. Et donc, est-ce que la répartition 45-55 entre l'électrique et le non électrique, est-ce qu'elle n'est pas abusive? Est-ce qu'on ne devrait pas aller beaucoup plus haut que le 55% d'énergie électrique? Parce que la biomasse, même si on a des marges de manœuvre avec la géothermie et un tout petit peu avec le solaire thermique, on voit bien que la biomasse ne pourra pas satisfaire les 45% d'énergie non électrique. Et donc cette question de répartition, personne ne l'a contesté. Les scénarios de RTE, on est parti sur ces 45-55. Moi, je pose la question, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter la part de l'électricité dans notre bilan en énergie finale? Voilà la question que je voulais poser. Merci, merci et la voilà posée. Alors donc vous avez déjà donc, je m'adresse là aux intervenants, deux questions donc le commentaire de Valérie Faudan pointe le 6 EPR comme la stratégie sans regret, si j'ai bien compris. Ensuite, la question de est-ce que vous acceptez cet argument? Ça, c'est à mon avis, c'est une question effectivement très intéressante à poser. Ensuite, la biomasse posée par Jean-Louis Ball. Et ensuite, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez pu consulter les questions dans les chats. Je vais pas, il y en a plusieurs. Certains sont d'ordre géopolitique, d'autres plus techniques on ne pourra pas expliquer comment on mesure les GES par type d'énergie. Mais je vous invite peut-être je ne vais pas lire à haute voix les questions ni les raccourcir ici. Ce qu'on va faire peut-être, c'est que se délaisser maintenant, sauf s'il a encore une demande de prise de parole chez les spectateurs. Là, je ne le vois pas. Dans ce cas-là, on va revenir à nos intervenants et donc à vous laisser répondre, enfin déjà à vous-même. Mais finalement, c'était assez consensuel. Donc, il a eu quelques questions en supplémentaire ajoutées par moi-même et par Valérie Faudan et par les intervenants. Donc, je vous laisse peut-être répondre à votre guise et en commençant peut-être dans le même ordre, ça serait peut-être plus logique comme ça. Donc, en redonnant la parole à Patrick pour 5 minutes environ, si tu veux bien, Patrick. Et ensuite, Robin et Cédric ont déjà levé la main, mais en principe, essayons de donner la parole à chacun de nos 4 intervenants.
pour qu'ils répondent aux aspects qui leur paraissent, disons, les plus intéressants, les plus essentiels. Donc, Patrick? Eh bien, en prolongement des remarques de Valérie Faudon sur le nucléaire sans regret, je pense qu'il faut aussi poser la question du nucléaire dans un contexte international. J'étais totalement d'accord avec ce que disait Philippe tout à l'heure lorsqu'il disait certains pays ne pourront pas avoir de nucléaire parce que ce ne sera pas adapté, ils n'ont pas les structures, etc. Resterait éventuellement à savoir si les petits réacteurs modulaires, dans ce cas-là, ne pourraient pas éventuellement se développer, mais c'est un peu une autre question, c'est une très vaste question, celle des petits réacteurs nucléaires. Donc, tout à fait d'accord pour dire que tous les pays ne pourront pas faire avec du nucléaire. En revanche, il faut avoir en tête que dans le monde, il y a tout de même pas mal de pays qui continuent ou qui commencent le nucléaire. C'est vrai en Asie, c'est vrai dans certains pays du Moyen-Orient. Et là, j'ai un peu de mal à rentrer dans ce sujet, mais c'est quand même, on peut pas considérer que la France et donc l'Europe, comme le disait Valérie, vont sortir complètement du nucléaire. Parce qu'il est clair que de ce point de vue, la Russie est tout à fait prête à entrer et à exporter des centrales. C'est le cas de la Chine également. Et donc, sortir d'un secteur qui, dans une perspective globale, peut jouer un rôle non négligeable, même si, encore une fois, tous les pays n'auront pas de nucléaire, ça peut éventuellement être problématique et le fait d'être dans la course, de maîtriser les technologies me paraît être quelque chose de tout à fait souhaitable. Sur le point de Jean-Louis Ball, il est extraordinairement pertinent parce que moi, je suis convaincu qu'effectivement, en particulier dans la révision de la stratégie nationale bas carbone qui est actuellement en cours, il va falloir reconsidérer cette question de l'équilibre des vecteurs énergétiques au niveau final. C'est vrai qu'on a tendance spontanément à réfléchir sur la question des stratégies d'approvisionnement au niveau primaire, mais le concept même de neutralité carbone nous oblige à poser le problème des vecteurs finaux, des vecteurs décarbonés. Et je dirais que là, on a la possibilité d'avoir un triangle. Je fais ça à l'écran, d'un triangle avec de l'électricité décarbonée, de la biomasse et je pense de l'hydrogène vert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la SNBC, on est sur un mix comparable à ce que donne RTE, c'est-à-dire en gros 60-40 ou 55-45. La neutralité carbone nous imposera aussi d'avoir des puits de carbone dans les forêts, ce qui va limiter les potentiels de mobilisation de la biomasse avec par ailleurs des bénéfices très importants du point de vue de la biodiversité. Peut-être que finalement, les meilleures utilisations du bois, c'est en effet de le laisser sur pied dans des forêts bien gérées. Et par conséquent, je pense qu'il faudra reconsidérer cet équilibre. Alors, je vous donne, pour être rapide, je vous donne mon pari ou mon choix préféré. Je pense que quelque chose comme 60% d'électricité, 20% d'hydrogène vert, donc de l'électricité produite en plus, évidemment, et 20% de biomasse serait probablement bien plus équilibré, ou en tout cas, c'est autour de ce type de mix en énergie finale qu'il faut chercher. Et sur, excuse-moi Patrick d'insister, alors donc les EPR comme stratégie sans regret, et comment est-ce que tu peux juste réagir à cette interrogation que j'ai sur la flexibilité, comment dire, est-ce que c'est flexible étant donné les temps techniques, les temps de production et ça demande effectivement c'est un engagement, mais en effet, de toute façon, si on veut poursuivre d'une manière ou d'une autre dans le nucléaire, il faut faire la preuve qu'on est à nouveau capable d'avoir du nucléaire dans des conditions et de sécurité et de coût et de délai qui sont acceptables. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, c'est vrai aussi que les effets de série ont été importants dans la première génération de nucléaire en France, et ça a été la condition pour la maîtrise des coûts et pour un déploiement suffisamment rapide. Donc, il faut qu'il y ait des séries.
Et là encore, il faut doser quelle est la profondeur des séries. En tout cas, je pense que les trois paires seront le moyen de montrer qu'il est possible ou pas de retrouver un nucléaire efficace et sûr. Mais ça engage, évidemment, ça engage, mais tout engage. Et là, j'aurais tendance à penser que le raisonnement de Robin est solide, c'est-à-dire que on va de toute façon avoir du mal, quel que soit le dosage entre renouvelables et nucléaire, on va avoir du mal. À la limite, on mobilise des acteurs différents, on mobilise des sources d'investissement différentes en travaillant et le nucléaire et les renouvelables. Robin, du coup, on vous a appelé au tableau. Je crois que c'est Cédric qui avait levé la main d'abord. Ah, Cédric, Bon, alors, excuse-moi. alors, le niveau de dissensus augmente, ce qui va rendre le débat plus intéressant. Ah ben oui, Euh, j'espère. je suis d'abord tout à fait d'accord avec Jean-Louis. Je pense que 55% d'électricité dans l'énergie finale, c'est pas assez. Je pense que la partie la plus difficile, c'est les 45% qui sont pas considérés comme électrifiables ou électrifiés. Et je pense qu'on ira effectivement beaucoup plus loin, mais je ne me hasarderai pas à donner un chiffre. En revanche, je pense que l'hydrogène vert ne peut certainement pas jouer un rôle de 20%. C'est tout à fait démesuré, vu l'inefficacité de la transformation de l'électricité en hydrogène, puis de l'hydrogène en autre chose, de la mobilité, de la chaleur. La chaleur, on fait 6 fois moins bien que l'électricité. La mobilité, on fait 3 fois moins bien que l'électricité. Et dans l'industrie, on sait maintenant faire de la chaleur électrique très haute température. Enfin, on sait maintenant, c'est pas nouveau d'ailleurs, parce que les fours à arc électriques, ils font le faire depuis très longtemps dans la filière électrique de la sidérurgie, et c'est à 1550 degrés. Donc, on peut faire beaucoup de choses. On peut à peu près tout faire avec l'électricité, sauf quelques usages pour lesquels on aura besoin d'hydrogène. Et je pense que cet hydrogène, on le fera venir de loin. Pourquoi? Parce qu'on le fabriquera 2 fois moins cher dans les pays qui ont de vastes ressources renouvelables qui sont bien plus efficaces que les nôtres. Et si elles sont 2 fois moins chères que les renouvelables chez nous, ça veut dire qu'elles sont au moins 4 fois moins chères que l'énergie nucléaire chez nous. Donc, il n'y aura pas photo. Il n'y aura absolument pas photo. On ne fera pas venir l'hydrogène, bien sûr, parce qu'on ne sait pas faire venir l'hydrogène. L'hydrogène ne voyage pas, mais on utilisera cet hydrogène pour faire du fer réduit, de l'ammoniac, du méthanol et éventuellement quelques fuels d'aviation, du kérosène de synthèse pour l'aviation. Et ces 4 produits-là, on n'aura aucun intérêt à les faire chez nous. Il faut arrêter de se raconter des histoires sur l'indépendance énergétique de la France. On est à un niveau très faible. On importe 65% de notre énergie sous forme de fossiles. Avec les renouvelables, on va inverser les choses. On va monter à au moins 65% d'énergie de chez nous, mais on n'arrivera pas à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui sont bien plus favorisés que nous en matière d'énergie renouvelable. Et franchement, quand on a de l'électricité solaire et éolienne à 20 ou 30 centimes le kilowattheure, non, il n'y a aucune centrale nucléaire qui pourra résister à ça pour faire de l'hydrogène. Il faut arrêter de se raconter des histoires avec l'hydrogène. Il y a des usages dans la transition énergétique, le carburant des avions, le carburant sous forme de kérosène, de synthèse peut-être, le carburant des bateaux qui traversent les océans sous forme d'ammoniac, la réduction directe du fer avant la fusion dans des fours à arc électriques, et puis évidemment la production d'ammoniac pour les engrais et tous les autres usages de l'ammoniac, puis éventuellement du méthanol, enfin bref, toute la chimie. Voilà, ça c'est les vrais usages de l'hydrogène. Tous les autres sont du gaspillage d'énergie et que cette énergie, et voilà, je pense qu'on la fera venir de loin et ce sera très bien comme ça. Et on aura une grande diversité de producteurs potentiels, bien plus grande que la diversité qu'on a aujourd'hui sur le pétrole et le gaz. Et donc, on assurera notre sécurité énergétique au meilleur coût en faisant venir ces produits riches en hydrogène qui sont les seuls vrais usages de l'hydrogène. Cédric, là, tu Ça aidera, complexifies. alors, Ouais. oui, alors ça aidera d'abord à résoudre le problème des 45% qui ne sont pas électriques, hein, parce qu'une partie, ça va être, en fait, ça va être
sous forme de produits faits à l'hydrogène, mais qui comptent beaucoup dans le bilan. La consommation d'énergie compte beaucoup. Et puis, alors la flexibilité, le nucléaire ne sera jamais l'idéal pour faire les 5% de modulation. C'est déjà pas le cas aujourd'hui. Même quand le nucléaire faisait 78% et l'hydraulique 12%, on avait encore 10% de fossiles dans ce pays pour faire la petite dentelle des variations de la demande. Donc ça ne sera jamais le cas. Mais je pense qu'effectivement, 6 ou 8 réacteurs, s'ils arrivent à fonctionner, peuvent fournir une base continue qui réduit malgré tout le besoin de flexibilité, qui donne une assurance durant les Dunkelflaute d'une certaine quantité d'énergie, qui résout une partie du problème quand même. Et c'est ça qu'on voit dans le rapport RTE. Donc, je n'y suis pas hostile, et puis je ne voudrais pas désespérer Valérie, mais je pense que la seule stratégie qui ne ferme pas de porte, puisque c'est de ça qu'on est parti, c'est celle qui vise 100% de renouvelables et qui construit 6 réacteurs nucléaires. Ça, c'est possible parce que sinon, si on n'arrive pas à faire ces 6 réacteurs nucléaires en temps et en heure, et pour l'instant rien n'est prouvé, eh ben, on sera parti sur une trajectoire qui vise à faire 80 ou 50% de renouvelables. Pour l'instant, on est plutôt parti pour dire on va se limiter à 50 de renouvelables. Si on poursuit comme ça dans les 15 ans qui viennent, il sera bien trop tard pour ensuite arriver rapidement à monter suffisamment. Et en plus, dans les 15 ans où on attend ces réacteurs nucléaires, on manque d'énergie, on en manque déjà maintenant. On est redescendu à 60% de nucléaire dans le mix. On va peut-être remonter un petit peu. On ne sait pas si c'est durable. Il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent tous les jours. Il faut mettre le paquet sur les renouvelables. Faites des réacteurs nucléaires si vous y tenez. Peut-être qu'un jour, on se trouvera en situation d'excédent, mais j'en doute, parce qu'on en est pour l'instant très loin. Et si on a de l'excédent, on ira plus vite dans la décarbonation. On aidera nos voisins à se décarboner. Ce ne sera pas un problème. Merci Cédric. Robin et ensuite Philippe. Bon, puisque tout le monde se donne le droit de réagir sur la question que je trouve aussi très intéressante sur le niveau d'électrification qui est un petit peu en dehors de notre sujet, mais bon, aussi on nous a reproché à juste titre de parler nucléaire renouvelable alors que la vraie question c'est de sortir des fossiles. Je pense que quand même Cédric Philibert avait bien dit dans son premier propos l'importance de l'électrification justement pour sortir des fossiles. Mais je pense que cette question de la part d'électrification, c'est une question sur laquelle on a encore, on n'a pas du tout autant de recul que celle qu'a étudiée RTE. Et je pense qu'en effet, il y a des choses à étudier. Après, mon intuition, de par mes propres analyses, c'est pas qu'on irait à 80% d'électrification comme l'a suggéré Patrick, parce que je pense qu'il y a vraiment des usages qui sont difficiles à électrifier complètement et que je pense qu'on a besoin de biomasse, sans doute, biomasse bois sans trop augmenter, mais on est déjà à 120 TWh, quelque chose comme ça. On aura besoin de gaz, sans doute 3 fois moins que ce qu'on a aujourd'hui, mais le biogaz par méthanisation, on a un gisement évalué autour de 100 TWh également. Enfin, l'un dans l'autre, si on y ajoute les carburants de synthèse Alors, je pense qu'il y a une question délicate de comptabilité aussi, parce que les carburants de synthèse, est-ce que c'est de l'électricité ou est-ce que c'est comptabilisé comme une autre énergie? De même que les énergies renouvelables comme la chaleur, quand on utilise une pompe à chaleur pour chauffer un logement, il y a d'électricité et 2 de chaleur renouvelable qui alors est une énergie renouvelable qui n'est pas de l'électricité. Bon, il y a plein de questions complexes de comptabilité, je pense, qui n'est pas comptée. Voilà. Bon, ça dépend qui fait mais oui. Donc, elle n'est pas comptée. Donc, je pense que par rapport à ça, je pense qu'on serait sans doute avec plus que 20% d'énergie autre que électrique. Et il y a aussi des limites lorsqu'on utilise par exemple de l'électricité pour chauffer des logements. Ça implique une pointe qui est plutôt en hiver. On ne peut pas non plus couvrir à l'infini le besoin de chaleur par de l'électricité. Donc voilà, ça c'est un peu pour réagir sur cette question du taux d'électrification qui méritera sans doute un autre débat, mais qui est, je trouve, très, très intéressante. Et sinon, je pense que je rejoins ce qu'a dit Cédric aussi sur l'importance
les centrales nucléaires ne sont pas l'outil indispensable pour faire de la flexibilité, mais elles sont utiles à cela, et le fait qu'on les ait permet d'avoir une contrainte moins forte sur le besoin de flexibilité. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire des modulations rapides, mais il y a une utilité des centrales nucléaires aujourd'hui sur une flexibilité plutôt saisonnière via l'optimisation des maintenances qui nous permet de gérer la thermosensibilité, justement ce problème de chauffage qu'on a. Alors, je ne sais pas qui aide l'autre, parce qu'évidemment, on a mis en place ce chauffage-là parce qu'il y avait les centrales nucléaires et tout s'est co-optimisé. En fait, on a deux outils qui ont une contrainte. On a d'un côté le chauffage électrique qui amène une pointe l'hiver, avec des gros besoins de puissance l'hiver, donc une saisonnalité, on fait x2 en puissance l'hiver à cause du chauffage électrique, alors que le chauffage électrique, ce n'est pas beaucoup d'énergie. Et dans le même temps, on a un parc nucléaire qui a une contrainte aussi, qui est que tous les ans, à peu près un mois, entre 1 et 6 mois, on doit recharger le combustible, rénover les centrales, réparer des choses. Et ces périodes de maintenance, on les positionne en été de manière à ce qu'en hiver, toute la puissance, normalement, soit disponible pour… Donc ça, c'est aussi une forme de flexibilité saisonnière qu'apporte aujourd'hui le parc nucléaire. Merci Robin. Alors Philippe, j'ajoute d'ailleurs une petite question à toi, enfin à tout le monde finalement, mais tu es allé un peu vite sur les questions enfin tout le monde est allé un peu vite sur les questions du stockage. Alors est-ce que, bon, il y a des exemples comme Australie du Sud, etc., mais est-ce que ces scénarios ces estimations techniques de possibilités de stockage, est-ce que ça varie pas en fonction des pays, des géographies, etc., et qu'en est-il en France? Est-ce que c'est à partir de quel pourcentage disons, du renouvelable dans le mix global, dans le bouquet global, ce problème devient un vrai problème qu'il faudrait aborder, qui sera coûteux, etc. Si tu peux préciser un tout petit peu. Et après, je te laisse répondre à tout ce qui t'a intéressé dans ce débat. Alors, sur la question d'avoir une trajectoire flexible, d'une manière générale, c'est évidemment bien de pouvoir ajuster la trajectoire une fois qu'on a une arrivée de nouvelles informations. Mais là, est-ce que ce principe général s'applique à la décision de lancer un nouveau programme de réacteurs? En fait, j'en doute, parce que qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est qu'on va arriver en 2035 ou 2040, on aura les nouveaux réacteurs et on saura mieux leur coût, leur performance? Probablement pas. Si on a une mauvaise surprise, c'est que les chantiers ne seront pas finis, et c'est que donc il faudra reporter à 2050 l'arrivée de cette information qu'on attendait en 2035 ou 40. Donc, est-ce que ça va nous permettre de nous retourner de manière à s'assurer qu'on atteint bien une trajectoire zéro émission nette et qu'on sort des fossiles? Ou bien est-ce qu'au contraire, ça va nous emmener sur une trajectoire où, parce qu'on comptait sur ces réacteurs qui finiront bien, certes, par être construits, mais potentiellement beaucoup plus tard que ce qu'on attendait, que du coup, on aura plus de consommation de fossiles, d'émissions de CO2 que ce qu'on attendait initialement. C'est pour ça que l'argument de la flexibilité associée à cette décision particulière ne me convainc pas. Alors, il y a un deuxième point que j'aimerais aborder quand même, c'est celui du niveau de la consommation, parce qu'on n'en a quasiment pas parlé en fait. Et on a fait comme si le niveau de la consommation s'imposait à la société et aux autorités publiques, et qu'il n'y avait rien à faire pour l'influencer. Et il ne faut absolument pas rester sur cette idée. En fait, depuis 15 ans, la consommation d'électricité, elle est stable en France, qui ne correspond pas aux anticipations qui avaient été faites à l'époque, où, parce que ça va toujours augmenter, on disait que ça allait continuer à augmenter. Il y a en France, mais c'est la même chose au Royaume-Uni ou aux États-Unis, une histoire de l'anticipation du niveau de consommation qui est surévalué. Alors, ça ne veut pas dire que forcément ce sera le cas également à l'avenir, mais ça veut dire qu'il faut quand même faire attention aux scénarios qu'on lit parfois, et en particulier dans les 3 scénarios de consommation que RTE a présentés.
Il y en a un qui s'appelle réindustrialisation profonde, qui d'ailleurs n'était pas proposé par RTE initialement. Il est venu dans le débat parce que on parle de réindustrialisation, tout le monde est content. Le MEDEF, les syndicats, les politiques, ils se disent ouais super, on va réindustrialiser. Bon, sauf que la baguette magique pour réindustrialiser, ils l'ont pas du tout. Ils continuent à faire les mêmes, je parle des politiques, hein, les mêmes accords de libre-échange qu'ils ont toujours fait dès qu'il y a la moindre occasion. Bon, et quand on regarde le détail de ces scénarios de réindustrialisation profonde, on voit qu'il suppose un excédent commercial de la France de plus de 200 milliards d'euros par an en 2050, ce qui est assez invraisemblable. C'est plus que l'Allemagne dans ces grandes années. Il ne peut pas y avoir 2 pays exportateurs comme ça dans la zone euro. Et pourtant, c'est le scénario qui a été pris par le président de la République dans son discours de Belfort comme justifiant la nouvelle politique énergétique qu'il nous prévoyait. Concernant la question de la biomasse, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je serai rapide, mais il faut voir aussi qu'on a des marges de manœuvre. Alors déjà, en supprimant la production d'agrocarburants liquides première génération, comme Cédric l'a rappelé, c'est à peu près 100 fois moins efficace que du solaire au sol pour faire rouler des véhicules électriques. Et deuxièmement, une grande partie de notre production agricole sert à nourrir des animaux d'élevage pour de multiples raisons, dont la réduction du méthane et de la pollution atmosphérique due à l'élevage. Il faut diminuer la part de produits d'origine animale dans notre alimentation, et ça aussi, ça libère un gisement de biomasse. Et puis, alors, sur la question du stockage, des besoins de stockage, c'est vrai que c'est très dépendant du contexte géographique. En France, on a déjà l'avantage d'avoir une complémentarité saisonnière entre éolien et solaire, avec l'éolien qui produit plus en hiver, le solaire en été. Et si on regarde un mix 50-50, on a un facteur de charge qui est à peu près constant au cours de l'année. Beaucoup plus constant que le facteur de charge soit de l'éolien, soit du solaire, qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux à longueur de journée, mais ce qui n'a aucun intérêt parce que personne ne propose de faire uniquement l'un ou l'autre. Donc bon, les besoins de stockage, je l'ai dit, il y a 3 moyens principaux. L'un, c'est ce qu'on appelle des stations de transfert d'énergie par pompage, donc c'est avec de l'hydraulique. Bon, ça, c'est assez bon marché, avec peu de pertes. Il y a un gisement, on peut augmenter la capacité. On a 5 gigawatts aujourd'hui, on peut passer à 8, nous disent RTE et plus, selon d'autres estimations. Mais ça ne suffira pas. On a les batteries qui sont bien adaptées pour le stockage de court terme parce que le coût par unité d'énergie est élevé, mais par unité de puissance est faible. Donc, c'est bien pour, je l'ai dit, pour du cyclage sur quelques heures. Par rapport à beaucoup de travaux, le coût de ce stockage par batterie est sans doute surestimé parce que d'une part, on pourra utiliser des batteries de seconde main venant des véhicules électriques, même quand elles deviennent trop usagées pour une voiture électrique, elles ont encore la plus grande partie de leur capacité, elles peuvent être utilisées pour du stockage sur le réseau. Et puis d'autre part, les véhicules connectés peuvent participer aussi au service, au stockage sur le réseau. Pendant un temps, on a pensé que ça accélérerait la dégradation des batteries, mais en fait, si les choses sont bien gérées, ce n'est pas le cas. Et puis, pour le stockage de long terme, si on est sur un système avec beaucoup de renouvelables, il y a le power to gas. Donc là, produire de l'hydrogène, certes, on a des pertes au niveau de l'électrolyse et ensuite pour retransformer en électricité. Mais on a un coût par unité d'énergie stockée qui est faible. Et c'est pour ça que c'est un moyen qui est complémentaire avec les autres. Nous, dans les travaux de modélisation que j'avais pu faire, le coût du stockage, même en étant 100% renouvelable avec des hypothèses très très défavorables, dans lesquelles on n'avait même pas d'interconnexion avec les pays voisins, pas de flexibilité de la demande, etc., le coût de tous ces systèmes de stockage, ça ne dépassait pas 15% du coût total production et stockage. Donc, c'est une question évidemment à prendre en compte dans toutes les analyses économiques, mais ce n'est pas du tout de nature à doubler ou à augmenter d'une manière monstrueuse le coût du système.
Merci. Nous avons 2 dernières mains levées. C'est Robin et Valérie Faudon. Je voulais intervenir aussi. Donc, je vous laisse quelques minutes à chacun, si vous voulez bien. Ensuite, on va Alors, clôturer. c'est juste Oui, pour compléter oui, ce que vient de dire Philippe. Donc, je suis d'accord, les évaluations économiques de RTE, finalement, ont assez bien montré ce coût du besoin de flexibilité. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que souvent on parle de stockage, et je pense que le terme flexibilité est peut-être plus juste parce que, en fait, il ne s'agit pas toujours que de stockage. Mais Philippe l'a bien évoqué et il a parlé des véhicules électriques. Alors, peut-être il a dit des véhicules qui peuvent amener de l'électricité sur le réseau, mais avant cela, bien avant cela, déjà, le fait de piloter les consommations, pas de les piloter en disant quand vous devez allumer votre lumière ou votre four, mais en mettant des incitations comme on le fait depuis longtemps avec le chauffe-eau électrique, par exemple, qui ont tendance à s'allumer plutôt la nuit, qu'on a fait ça d'ailleurs pour le nucléaire à l'époque. Eh bien, avec cette flexibilité de la demande, on peut faire en fait beaucoup de choses. Et cette flexibilité de la demande, elle va impliquer aussi, je dirais, une interaction plus forte entre les différents vecteurs énergétiques. Alors, on a parlé de l'hydrogène et peut-être on ne fera pas énormément d'hydrogène sur notre territoire, mais si on en fait un petit peu, le fait de faire de l'hydrogène, ça n'est pas forcément pour refaire de l'électricité derrière, et certainement, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et avant cela, il y aura un intérêt à utiliser les électrolyseurs comme une demande flexible, de faire fonctionner des électrolyseurs la moitié du temps dans l'année. Si on a 20 gigawatts d'électrolyseurs, c'est une flexibilité énorme sur le système électrique pour absorber plus de renouvelables. Et ce raisonnement qu'on fait avec l'hydrogène, donc en tant que flexibilité de demande, bien avant que ce soit une flexibilité de stockage, eh bien, on peut aussi le faire, par exemple, pour la production de chaleur dans l'industrie. On sait faire des stockages chaleur. Alors, Philippe et Cédric connaissent très bien ça. On sait faire des stockages chaleur très haute température et on peut avoir un stockage journalier qui permet donc d'avoir. Ce n'est pas pour refaire de l'électricité derrière, c'est pour utiliser ensuite cette chaleur dans l'industrie. Et donc, ça, c'est vraiment important. Une autre chose importante sur la flexibilité, c'est qu'on a parfois l'impression, on met toutes les solutions sur la table, on a parfois l'impression qu'on en a besoin tout de suite. Et ça a été un problème ces 15 dernières années à propos des renouvelables, parce que tout le monde pensait qu'on n'avançait pas, parce qu'on ne savait pas développer de stockage, qu'il n'y avait pas de stockage batterie, et donc c'est pour ça qu'on ne faisait pas de renouvelables. C'est un raisonnement un peu circulaire, mais en fait, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment besoin de ces choses-là. Et nous allons en avoir besoin très progressivement dans les années à venir. Et RTE évalue très bien de quel type de flexibilité on a besoin à partir de quand. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui besoin de systèmes de batterie massivement pour gérer les renouvelables. Et c'est à partir de 2000, plutôt dans quelques années, le stockage batterie. Et puis, et finalement, ce stockage hydrogène dont on a parlé, de faire du power to gas to power, ça, c'est quelque chose qui vient dans les scénarios très fortement renouvelables, dans très longtemps. Et donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger aussi tous les horizons temporels quand on parle de ces questions-là. Merci beaucoup pour ces précisions parce que ce n'est pas exactement dans ces termes-là que le débat est mené sur les réseaux sociaux. Ça, vous avez sans doute constaté autant que moi. Ça va vite, la variabilité ou l'intermittence, donc ça ne marche pas, etc. C'est pour ça que je pose ces questions-là. Alors Valérie, un dernier commentaire ou réponse pour Oui, vous. je voulais faire un petit commentaire parce Oui. que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure sur la réindustrialisation, parce que je pense que c'est vraiment un point essentiel. C'est un point parce que l'objectif, c'est aussi diminuer notre empreinte carbone et vous savez qu'une très grande part de notre empreinte carbone est importée. Donc, réindustrialiser, c'est aussi rapatrier sur notre sol des productions et les produire avec moins d'émissions de CO2 puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, grâce au nucléaire et aux renouvelables, une électricité décarbonée. Dans le scénario réindustrialisation profonde, il y a en effet une réindustrialisation importante. Alors, je ne peux pas commenter sur les exports, mais ce que je peux vous dire, c'est que la France s'est plus désindustrialisée ces dernières années que les autres pays européens et que ça a contribué beaucoup à la baisse de sa consommation d'électricité. Dans le scénario réindustrialisation profonde, il y a beaucoup d'hydrogène. Là, je ne suis pas complètement d'accord avec Cédric. Enfin, nous, on pousse une stratégie nationale de production d'hydrogène. Et quand on parle aux industriels, puisqu'on a beaucoup parlé avec eux, et c'est eux d'ailleurs qui se sont exprimés sur ce sujet dans la consultation d'RTE, ils nous disent qu'ils ne veulent plus dépendre, après ce qu'ils ont vécu l'année dernière sur le LNG,
d'imports qui viennent de l'autre bout du monde avec des marchés volatiles. Donc, ils veulent de l'hydrogène produit chez eux et disponible en continu. Et on a bien sûr grâce au nucléaire la possibilité de faire de l'électrolyse haute température avec des hauts rendements à partir de 2035-2040. Donc nous on croit qu'on a de quoi avoir une stratégie d'hydrogène nationale. C'est l'opportunité pour moi de conclure aussi pour vous dire que dans les nouveaux réacteurs qui arrivent, un réacteur nucléaire c'est faire de la chaleur hein, puisque c'est d'abord une machine à vapeur. Donc aujourd'hui, les Chinois l'utilisent pour la chaleur urbaine. Ça commence à partir d'un réacteur de 3e génération, hein, d'un réacteur actuel. Et c'est directement sortir du charbon, puisqu'en fait, les réseaux de chaleur chinois sont très charbon. Et l'autre point, c'est que les nouvelles générations, il y a des réacteurs à haute température, et ça, donc c'est une température très élevée, et ils sont quasiment la seule alternative pour décarboner des processus industriels complexes avec de la chaleur, donc à très haute température. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Valérie. Philippe, alors je vais voir un tout dernier mot, mais très rapide. Alors, parce Juste que... pour éviter un malentendu, je suis pas du tout opposé à la réindustrialisation, qui d'ailleurs est présente déjà dans le scénario central de RTE. Mais quand on regarde les trajectoires dans l'industrie et macroéconomique dans le scénario réindustrialisation profonde, enfin, il s'appelle comme ça, bref, le scénario de demande haute, c'est là qu'il n'y a pas de cohérence macroéconomique. D'ailleurs, ce point de la cohérence macroéconomique n'a pas été étudié par RTE. Ok. Merci, merci à vous tous, toutes et tous. Merci Valérie de nous avoir rejoints. Ça a enrichi le débat, d'autant plus que quelqu'un dans la salle m'a fait une remarque très juste sur le déséquilibre homme-femme dans ce débat-là. Alors, je plaide pas vraiment coupable puisque j'ai fait beaucoup d'efforts pour avoir à la fois d'auteurs associés à ce numéro que je vous recommande quand même s'il est affreusement masculin. Et ainsi qu'à ce débat, l'énergie, c'est un domaine, hélas, dominé, un des domaines encore très dominé par les hommes. Bon, ils plaident tous coupables, évidemment, ce soir, mais en tout cas, ils nous ont fourni un très bon débat. Alors, il ne reste pas de temps pour faire des conclusions. De toute façon, j'en suis incapable de faire la moindre synthèse de tout ça. Alors que je suis vraiment impressionné par ces nuances d'accords et de désaccords. Pour le laïc, le sujet devient d'autant plus complexe lorsqu'on passe de la question du nucléaire renouvelable, au sens où on a commencé, au mix énergétique global, besoin d'hydrogène, etc. Là, ça devient, je pense qu'il y a une partie du public qui a décroché. Mais en même temps, je comprends bien la nécessité de passer par là. Je reste, à titre personnel, très personnel, je reste toujours un peu étonné par cette façon de définir la flexibilité au vu de ce qu'on a vu dans l'histoire, disons, technique récente du nucléaire. C'est peut-être un choix intuitif. Faut-il y voir une flexibilité ou un enfermement dans une trajectoire qui nous enferme pour des décennies et des décennies à venir? Bon, de toute façon, chacun reste sur sa position, ce qui est tout à fait respectable et bien ainsi. Merci beaucoup en tout cas pour vous. J'espère que le débat a été il a été très nourri et riche, ça c'est déjà sûr. J'espère qu'il a été jugé intéressant par les participants. Nous allons le diffuser ensuite sur les sites Veblen et sur les réseaux sociaux. Et j'espère qu'il ne fait qu'ouvrir un débat dont on a besoin en France en ce moment, dans les mois à venir notamment, puisque j'aurais dû le mentionner au début. La France est censée adopter une loi énergie-climat au plus tard cet été, donc, et au passage trancher certains choix.
Donc lancer la production des centrales ou non, là c'est quand même un peu binaire. On peut pas, je vois pas. Je veux bien nuancer, mais à un moment donné il faut trancher. Donc là, chacun de vous a tranché à sa façon. Je pense que c'était assez explicite. Donc merci encore à tous. Je vous recommande vivement l'économie politique, le dernier numéro de l'économie politique, ainsi que le bouquin de Cédric qui nous a ébloui ce soir et dont il parle beaucoup du problème d'acceptabilité, puisque c'est un problème social, politique. Et donc, si on veut casser cette spirale, cet argument circulaire pointé par Philippe, je pense que la meilleure façon c'est de lire le bouquin de Cédric, et notamment les passages qu'il consacre à quelques profondeurs du nucléaire, des renouvelables qu'on y trouve. Alors, merci beaucoup à tous et à bientôt chez Veblen ou ailleurs pour continuer les débats.